sondages pleuvent, vous l'avez remarqué, ils nourrissent les commentaires, ils abreuvent les médias, les sondages sérieux et les autres. L'hebdomadaire Paris Match publie un sondage sur les couples que les Français préféreraient voir à l'Élysée. En tête, Nicolas Sarkozy et Cécilia, suivis de François Bayrou et Elisabeth. Viennent ensuite Ségolène Royal et François. Et loin derrière, Jean-Marie Le Pen et Jainy. Alors, quelle est la pertinence, la fiabilité de ces sondages dont nous sommes abreuvés tous les jours? Et d'ailleurs, se contentent-ils de nourrir la campagne ou est-ce que par hasard, ils ne contribueraient pas un peu à la campagne? Est-ce qu'ils ne feraient pas la campagne aussi? Pour tenter de répondre à ces questions, sur ce plateau, un échantillon parfaitement représentatif de la population des sondeurs français, Roland Quérol de l'Institut CSA et Jérôme Sainte-Marie de l'Institut BVA. Et un journaliste, Gilles Leclerc, chef du service France de la chaîne France 2. Mais nous allons commencer avec vous, Perrine Dutreil, par une image qui a mis le feu à deux médias. Une image que l'on peut voir sur le site du mouvement des jeunes socialistes, le MJS, présentée avec un titre évocateur quand une journaliste d'Europe 1 pousse la chansonnette pour Sarkozy. Alors cette image, on peut la retrouver également sur le site du Nouvel Obs qui l'a immédiatement relayée. Ça se passe en Gironde lors d'un déplacement du candidat Nicolas Sarkozy qui en a profité pour rendre visite au gaulliste et ancien résistant Maurice Druon. L'image, la voici, elle venait d'un reportage de France 3 diffusé dans le Soir 3 du 1er mars dernier. Nicolas Sarkozy en Gironde, dans la maison d'un gaulliste de toujours. Maurice Druon, ancien résistant, ministre de la Culture sous Pompidou, auteur des Rois maudits et du Chant des partisans. Ami entendu le cri sourd du pays qu'on enchaîne. Ça vous lui faites un intellectuel, un vrai, qui apporte à 89 ans son soutien aux cadets de l'UMP, plutôt fier. Donc on entend un petit groupe de journalistes entonner donc le chant des partisans que Maurice Druon a co-signé avec Joseph Kessel. Au premier rang, on reconnaît une journaliste d'Europe 1 qui chante à tue-tête. Il s'agit d'Hélène Fontano, chef du service politique. Le site du Nouvel Obs l'a même désignée avec une flèche rouge. Flèche rouge puisque pour le site en ligne et pour le MJS, cette image vient accréditer l'idée d'une grande connivence entre la rédaction d'Europe 1 et donc Nicolas Sarkozy. D'accord. Alors, ce qu'il faut dire, Perrine, c'est que ces soupçons de connivence sont nés il y a plusieurs mois d'un article du Canard enchaîné. Un article dans lequel on apprenait que Sarkozy avait dit avoir été consulté par le patron d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, pour la nomination du chef du service politique de la radio. Sarkozy aurait alors donné quelques noms à Jean-Pierre Elkabbach. Au final, c'est Hélène Fontano qui a été nommée, donc on a vu à l'image. Mais selon Jean-Pierre Elkabbach, elle n'a justement jamais fait partie de la liste de Sarkozy. Voilà, donc vous avez enquêté, vous avez appelé un certain nombre de journalistes qui étaient sur place à ce moment-là pour savoir ce que signifie exactement cette manière d'entonner le chant des partisans alors que Druon et Sarkozy sortent de leur rendez-vous. Alors ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'ils étaient toute une petite troupe de journalistes, donc au moins une quarantaine, à poireauter depuis une bonne heure sous la pluie devant la maison de Maurice Druon en pleine campagne bordelaise. Et donc en attendant que Maurice Druon et Nicolas Sarkozy sortent sur le perron, c'est alors... je cite l'un de ces journalistes, qu'un mélange d'ennui, d'agacement et d'excitation a conduit un petit groupe à siffloter en rigolant le chant des partisans en attendant donc Maurice Druon. Et une fois que les deux hommes sont sortis sur le perron, ils ont entonné de plus belle cette chanson. Alors tout le monde ne le chantait pas. Hein. Tout le monde ne chantait pas. Mais alors, sur son blog, Hélène Fontano écrit, je cite, qu'elle ne voit pas en quoi chanter devant son créateur un hymne de la résistance constitue un signe de ralliement à je ne sais quelle armée des ombres sarkozystes. Mais alors, effectivement, tout le monde ne chantait pas et donc cette plaisanterie récréative n'a pas été approuvée par tous les journalistes en présence, notamment Jean-François Aquili de France Inter, que j'ai eu au téléphone et qui a qualifié donc cette plaisanterie de délire complètement idiot que les journalistes ne peuvent pas se permettre, surtout en cette période de campagne électorale. Voilà, donc tout le monde n'était pas à l'unisson. David, toujours à propos de Nicolas Sarkozy et de sympathie. Oui, alors là, on n'est pas dans la connivence, on est plutôt dans la familiarité. Il était l'invité d'Arlette Chabot dans À vous de juger, c'était jeudi soir. Et comme souvent dans ces émissions, il est interpellé, questionné par un membre du public qui est au chômage. Et tout va se jouer dans la répétition et l'usage du prénom. Polo d'abord, qui est là, bonsoir. Bonsoir. Donc Polo, je viens d'être, je suis en procédure de licenciement actuellement. Polo, excusez-moi, c'est le... Polo Texera, oui. Je vais essayer, Monsieur Texera, de m'en expliquer avec vous.
Voilà, il va essayer, Monsieur Texeira, de s'en expliquer avec lui, mais il ne va pas essayer de l'appeler Monsieur Texeira. Pendant tout l'échange qu'il aura avec cette personne du panel, il va l'appeler Polo, et ça va avoir un effet sur la question de la personne un peu neutralisant. La personne lui a dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour me sortir du chômage ?» Et Nicolas a la solution, il l'appelle Polo. Si on empêche les gens de travailler, on perd des parts de marché. S'il vous plaît. Pendant ce temps, les autres pays ne nous attendent pas, Polo. Voilà ce que je propose pour la suite, indépendamment des heures supplémentaires, Polo. Et tenez-vous bien, Polo. Excusez-moi, je veux être très précis avec vous. D'où ma proposition, Polo. Je ne sais pas si vous l'avez tout à l'heure entendu. Arlette Chabot, puis je reviendrai à Polo. Enfin, dernier point, Polo, que je veux dire sur l'impôt sur les bénéfices. Ce qu'a dit Polo, c'est absolument capital. Voilà, alors ce qui est capital dans ma chronique, c'est de vous démontrer que l'utilisation de Polo n'est pas du tout anodine en fait, et que si c'était appelé Gonzague ou Bertrand, ça marchait pas. Alors pourquoi ça marchait pas? Parce que déjà Polo, c'est un prénom sympathique. Quand vous dites Polo sur un plateau, ça éclaire, ça met de la bonne humeur. Pourtant, on a affaire à un chômeur. Et ensuite, on est dans une pratique habituelle chez Nicolas Sarkozy, c'est d'appeler les gens par leur prénom. Et la répétition de ce prénom, elle neutralise un peu la question qui était un peu une question de détresse, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire pour moi, hein? Et l'autre l'appelle Polo à plusieurs reprises. Alors j'ai envie de dire qu'il est aussi dans son rôle. C'est le rôle d'un élu de créer une forme de connivence ou de familiarité avec un électeur. On parle du lien entre les politiques et les personnes, mais là, en l'espèce, moi je n'ai entendu que le Polo et j'ai pas du tout entendu la réponse à la question « Je suis au chômage, que pouvez-vous faire pour moi, Nicolas ?» Merci. Un arrêt sur les mots de deux des candidats? Oui, je poursuis ma petite enquête grammaticale sur les discours de la campagne. Et ce qui m'a interpellée récemment, c'est l'importance dans les discours de Sarkozy de la fonction adverbe. Il nous dit se lever tôt, travailler dur. À chaque fois, la valeur de l'énoncé est portée par l'adverbe. Écoutez bien. Le problème, c'est que la France travaille moins quand les autres dans le monde travaillent plus. Les socialistes promettront de travailler moins. Eh bien, moi, je veux que les Français gagnent plus. Je veux être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Je veux être celui qui vous garantit que si vous travaillez plus, si vous prenez plus de risques, si vous vous engagez plus, vous gagnerez davantage. Voilà, davantage et davantage, encore davantage d'adverbes. Alors l'adverbe, comme son nom le laisse entendre, aide le verbe. Il informe sur la manière d'agir. Et chez Sarkozy, il joue comme un intensificateur de l'acte. De la même manière que ses gestes renforcent chacun de ses mots, ses adverbes renforcent chacun de ces verbes dans une espèce de surenchère perpétuelle, et ce tropisme adverbial est si fort qu'il est lisible dès le slogan de campagne « Ensemble, tout devient possible ». Cette utopie du tout possible, elle est fondée sur l'adverbe « ensemble » qui constitue son socle et qui décrit si bien une manière d'agir qu'il n'y a même plus besoin de verbe d'action. Alors vous me direz que c'est normal qu'un discours de campagne mette l'accent sur la manière d'agir et donc sur la fonction adverbiale, mais on peut comparer par exemple chez Ségolène où on découvre une autre tendance grammaticale. Chez elle, c'est plutôt l'adjectif qui domine et c'est lisible dès le slogan de campagne. Plus juste, la France sera plus forte. La valeur de l'énoncé est portée par l'adjectif dans un discours qui décrit ce qui sera, après avoir dénoncé ce qui est, avec tout plein d'adjectifs dedans. Le règne sans frein du profit financier est intolérable à l'intérêt général. Il est insupportable à ceux qui vivent de leur travail et il est dramatique pour ceux qui n'arrivent pas à en vivre. Je veux que la France se modernise dans une logique de cercle vertueux qui met fin aux logiques d'affrontement et qui permet des compromis sociaux qui nous permettront ensemble d'être plus justes à l'égard des salariés et d'être plus forts sur la compétitivité économique. Donc voilà, vous avez entendu, bien sûr, de temps en temps, il y a un adverbe, hein, ouais. C'est une tendance dominante, bien sûr. La tendance quand même, dans le discours de Ségolène, là on l'entend, c'est de qualifier des États du monde. L'état de la France d'aujourd'hui, qui est dramatique, intolérable et pour tout dire insupportable, et puis l'état de la France de demain, qui sera plus juste et plus forte. Et entre ces deux États, elle convoque les fameux cercles qu'elle qualifie de vertueux, encore un adjectif, et tout est dit. Alors vous me direz que ces tendances grammaticales sont un peu anecdotiques, de fait elles le sont, mais je crois que ça joue subliminalement dans la manière dont on façonne le mythe des candidats. Chez Sarkozy, ça saute aux yeux. Cette hyperactivité adverbiale libère les forces du verbe en tous sens, du moment que ça s'active un maximum. Et chez Ségolène, c'est un peu plus difficile à décrire, mais je crois qu'on pourrait parler d'une espèce de sainteté adjectivale, dans cette manière de s'en remettre, sans gesticulation, à l'aura
de sa parole, censé faire des miracles par ses seules qualifications. Alors, s'agissant de la parole politique, le miracle d'ailleurs n'est pas si improbable, simplement il suppose beaucoup de foi, et je crois que c'est là que se noue précisément le mythe de la Madone. Et je dis le fait que tout au long de votre chronique, vous ayez parlé de Sarkozy et de Ségolène. Un petit décryptage express. Sur le surgissement des prénoms dans la campagne, s'agissant des femmes, ça fait longtemps qu'on observe qu'on n'emploie plus volontiers les prénoms pour parler des femmes. C'est de toute façon une tendance de la campagne que David a mis en lumière à l'instant. Polo n'est pas le seul prénom de la campagne. Ouais, mais c'est pas très sympa pour Nico quand même. Bon, alors, arrêt sur un animal politique singulier. Oui, alors c'est le salon de l'agriculture et évidemment visite rituelle du président de la République. Et effectivement, les télévisions maintenant n'hésitent plus à le filmer comme si c'était lui la bête à concours. Vous allez le voir au milieu du troupeau, labourer, avancer terriblement sur ce terrain. Alors tout le monde a envie d'être photographié à côté de la bête, tout le monde a envie de lui toucher la papate, de la lui serrer. Et évidemment, on assiste devant les caméras au repas. Il faut nourrir, presque gaver l'animal. Et l'animal ne rechigne pas à montrer ses maxillaires devant les caméras. Et les maxillaires de Chirac, cette espèce d'intimité volée au moment où la bête mange, ça fascine les caméras. Alors il n'y a rien de nouveau au Salon de l'Agriculture, si ce n'est que c'est le dernier de Chirac, mais enfin tout le monde le savait. Je dois dire que j'ai eu du mal à trouver deux images qui me permettent de faire quelque chose aujourd'hui. La première, elle est très esthétique, c'est celle-ci. Voilà, vous allez la voir. J'adore cette image. J'adore cette image qui est composée par le caméraman avec beaucoup de talent parce qu'on est vraiment... C'est un peu l'école flamande. Vous avez une espèce de foyer lumineux comme ça qui vient de la laitue. Et ce foyer lumineux, mais en fait, on est dans le jaune. C'est pas du tout du vert. Un peintre vous dirait c'est une couleur jaune, cette salade. Et évidemment, tout le talent du caméraman, c'est d'avoir repéré que les badges de VIP sur le feston des principaux personnages qui composent cette nature vivante est jaune également. Et ça, c'est construit remarquablement. Donc ça, c'était la première image que j'adore. La deuxième, elle m'a plutôt touché. Et là, je vais arrêter l'ironie. Je l'ai trouvé sympathique. Chirac se retrouve devant un accordéoniste, musique régionale, et suivez son regard, regardez son sourire. Il y a quelque chose qui trahit comme l'enfance. Regardez bien. À cette semaine de la présidentielle, c'était surtout l'occasion pour Jacques Chirac, entre les veaux, les vaches, les cochons et les accordéons, de montrer qu'il est toujours là. Voilà, alors il y a un petit coup de tête qui à un moment donné accompagne le rythme. Il y a cette espèce de sourire où on retrouve le Chirac qui a 5 ans et demi. Il y a un gamin qui revient. Et personnellement, ça ne m'a pas attendri. Alors j'ai pas évidemment la nostalgie des agriculteurs français, mais il y a quelque chose de remarquable dans cette image. Vous étiez aussi, Yulia, au Salon de l'Agriculture et comme d'habitude, vous avez filmé ce que les autres ne filment pas. Oui, j'étais au Salon de l'Agriculture et ça sentait la campagne. En revanche, la campagne électorale, les animaux étaient plutôt accessoires des hommes politiques, mais aussi des journalistes qui n'hésitaient pas à s'appuyer sur une vache et disputer l'axe de la photo avec elle. Bref, l'ambiance était un peu tendue et l'enjeu est de taille, comme la photo de président de la République avec la biquette. Dégagez! Dégagez! Vous êtes en train d'écraser la chaîne! Dégagez! C'est pas nous, les gars, dégagez! Là, vous gênez la chaîne. Voilà, ça bousculait pas mal, donc moi j'ai décidé de m'éloigner un peu du troupeau de mes confrères et de suivre une autre candidate à la présidentielle, en l'occurrence Corinne Lepage, qui elle se baladait loin des animaux et aussi un peu loin des caméras, et elle expliquait son choix aux journalistes de France 2. Vous avez choisi de commencer par le hall 3, par cet endroit du salon. Vos concurrents s'attardent plutôt dans le hall 1, le hall classique avec les bovins. Bah écoutez, moi j'aime mieux aller voir les hommes, parce que j'aime mieux aller voir les hommes que les animaux. C'est pas que j'aime pas les animaux, je les défends, mais je pense qu'ils sont bien défendus par les hommes. Bien sûr, je peux aller tâter le cul des vaches, je sais faire comme les autres. Mais voilà, moi j'aime mieux parler directement avec les hommes et les femmes. Et sauf que qui dit petit candidat dit un grand besoin d'image. Et donc, quand mon confrère de Paris Match propose à Corinne Lepage de faire une belle photo avec un animal, Corinne Lepage cède avec des encouragements de son attaché de presse et en fait une avec une chèvre. Vous avez la possibilité, les enfants, il est où le photographe? Ah, tu crois? Mais normalement, il va... Bonjour, je suis le responsable
responsable du schéma de sélection Caprin. Donc on est en charge de l'ensemble des races. Eh ben, c'est très gentil. Vous pouvez rentrer si vous voulez. La porte est là-bas. Où souhaitez-vous être? Avec des sanènes, donc des chèvres blanches, des chèvres alpines ou au milieu? Assise là, tu veux? Peut-être assise là, ça peut être bien. Voilà, je vous laisse. Vas-y, c'est génial. Assis-toi peut-être comme ça. Madame Le Tage. Voilà. Ah non, elle ne peut pas. Ah bah si c'est bon. Elles sont magnifiques ces chèvres. Merci. Merci à vous. Ça te suffit? Tu veux un autre axe? C'est vrai? Elles sont belles ces chèvres. Voilà comment toute l'horreur de la pression de la société du spectacle s'exerce sur les petits candidats. Merci Yulia. Maya Neskovic, avec vous, on va entrer dans le dossier, les questions d'échantillons représentatifs, de panels, et on va partir d'une mise en cause de TF1 pour anti-sarkozysme. Alors expliquez-nous. C'était sur France 2. Vendredi dernier, il y avait un esprit libre spécial et Guillaume Durand avait réuni sur son plateau le gratin des intellectuels français pour parler de la campagne électorale. Alors il y avait BHL, Finkielkraut et puis il y avait Alain Minc qui soutient Nicolas Sarkozy et qui ce soir avait décidé de s'en prendre à TF1. Moi je serais très intéressé de savoir ce qui s'est passé dans le subconscient des dirigeants de TF1 qui, accusés de sarkozysme primaire, ont fait un panel d'un confort douillet à Ségolène Royal et pour ça la mettre à l'abri de François Bayrou, lui ont trouvé un nombre absolument impressionnant de faire valoir. Et ont fait un panel plus difficile, pas très difficile, mais plus difficile à Sarkozy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une société démocratique, vous êtes obligé, quand vous êtes mis en accusation, évidemment, d'une certaine manière de rétroagir. De rétroagir. Alors, Alain Minc se fondait sur une impression qu'on pouvait ressentir, c'est vrai, en regardant les 3 émissions, Maya. L'impression qu'une partie du panel de Nicolas Sarkozy avait été un peu plus pugnace et qu'à un moment, il avait dû faire face à une série de questions délicates. Vous êtes en faveur d'une législation ouvertement homophobe. Je suis traité comme un sous-citoyen, comme un Français de seconde zone. Je trouve ça indigne d'un pays comme la France. Hein. D'où ma question. Pourquoi est-ce que vous continuez si obstinément à vous opposer au mariage et au droit d'adoption par les couples du même sexe? Souhaitez-vous être, en plus du candidat de la peur, le candidat d'une France divisée? Et accessoirement, on m'a volé mon scooter et j'ai réussi à arracher au criminel un poil de fesse. Et donc je voudrais savoir si vous pouviez me le retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Quand on habite en France, on respecte ses règles. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas polygame. J'y viens. Non, on n'est pas polygame. Je vais y venir. donne la parole. On n'est pas polygame. On ne pratique pas l'excision sur ses filles. On n'égorge pas le mouton dans son appartement. Et on respecte les règles républicaines. Exemple, ça va beaucoup plaire à beaucoup de gens. C'est pas... Non, monsieur. C'est honteux. Mais même monsieur de la religion musulmane, peut-être, attendez. Je suis d'origine algérienne et je suis musulmane et je me sens insultée complètement. Vous avez tort. Complètement. Voilà, donc c'était un peu chaud, alors que l'impression qui se dégageait du panel de Ségolène Royal, c'était celle de quelque chose de plus courtois, d'un peu plus compassionnel, et c'était symbolisé notamment par le moment fort, celui qui avait été repris un peu partout le lendemain, celui où le monsieur en fauteuil roulant était au bord des larmes et où elle s'était dirigée vers lui pour lui prendre le bras et le soutenir un peu. Donc, question, cette impression était-elle recherchée? TF1 et la Sofres ont-ils fait aux 3 candidats des panels sur mesure? Alors, c'est Brice Teinturier, Sofres, donc l'institut qui était chargé de recruter ce panel, qui m'a fait une réponse claire et nette et qui affirme qu'en aucun cas les panels n'ont été taillés sur mesure pour chacun des candidats, puisqu'on sélectionne les gens en fonction de critères d'âge, de sexe, de géographie, de profession, d'orientation politique, d'origine étrangère ou non, mais
Par exemple, en aucun cas en fonction de l'orientation sexuelle des gens. Donc, il ne savait pas qu'il y aurait des homosexuels qui poseraient des questions sur l'homoparentalité à Nicolas Sarkozy. Et ça se trouve, il y en avait peut-être aussi dans le panel de Ségolène Royal, sauf qu'ils ne se sont pas manifestés. Et donc, Brice Teinturier m'explique que si certains ont pu avoir cette impression, c'est simplement parce que, en fait, c'est la personnalité du candidat qui induit un certain type de comportement et de questionnement de la part des panélistes. Voilà, et paf, retour à l'envoyeur, donc. Voilà. Très bien. Alors, on va maintenant en venir aux sondages proprement dit, qui n'ont jamais, a-t-on l'impression, qui n'ont jamais été aussi importants, qui n'ont jamais joué un rôle aussi important que dans la campagne présidentielle actuelle. Et on va tout de suite commencer par mettre les pieds dans le plat, Maya, en se demandant si, par hasard, les sondages ne fabriquent pas la campagne et ne fabriquent pas le vote qui sera celui du 22 avril. Voilà, alors concrètement, la question c'était, fallait-il tester François Bayrou au second tour, à un moment où il n'avait aucune chance d'y être. Alors, dès le milieu du mois de février, eh bien, certains l'ont fait. On ouvre notre page politique avec d'abord ce nouveau sondage IFOP pour LCI que nous dévoilons en exclusivité. Au premier tour, les tendances sont les mêmes. Nicolas Sarkozy à 29%, Ségolène Royal 25%, moins 2%, François Bayrou à 15%, plus 2%. Jean-Marie Le Pen, lui, est à 11%. Au second tour, et là, c'est une surprise, François Bayrou est donné vainqueur face à Ségolène Royal, 54-46, et face à Nicolas Sarkozy, 52-48. La bonne passe se confirme donc pour le candidat UDF. Et puis encore un mot de politique avec ces deux sondages de deux instituts différents, IFOP et CSA, qui créditent François Bayrou de 16% des intentions de vote au premier tour. Selon l'IFOP, si le candidat UDF était présent au second tour, vous le voyez, il l'emporterait, quel que soit le candidat concurrent, Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy. Bien sûr, c'est le genre d'infos qui alimente les analyses dans les journaux. Alors, elle était reprise dès le lendemain dans Le Monde, qui expliquait que pour le candidat UDF, le fait même qu'on fasse l'hypothèse de sa présence au second tour était déjà une victoire. Et puis il y avait aussi Libération. Là, l'info est reprise dans une pleine page sur François Bayrou et Libé, qui dans son chapeau se demande qui il prendrait comme Premier ministre s'il était élu. D'accord. Alors, évidemment, vu l'évolution ultérieure depuis ces premières semaines de sondage, vu l'évolution ultérieure des rapports de force, on peut toujours dire qu'on avait raison de le faire puisqu'on a fait qu'anticiper l'événement. Mais la question, c'est est-ce qu'on n'a pas provoqué l'événement? Vous avez pratiqué ce type de sondage, hein, Maya? Oui, vous, c'est donc BVA. Et vous avez même été les premiers à le faire, il me semble. C'était au tout début du mois de février. Et après, vous l'avez fait à plusieurs reprises au cours de ce même mois. Par exemple, à la mi-février, chez vous, François Bayrou est aussi à 15 points, Ségolène Royal à 26, Nicolas Sarkozy à 33, et au second tour, donc, comme dans le sondage précédent, il bat les deux, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Alors, question très simple, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir participé à l'ascension vertigineuse de François Bayrou en l'anticipant? Alors, bon, là-dessus, je vais être extrêmement clair. Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Évidemment, un sondage qui met un candidat comme cela au second tour a évidemment un effet politique et médiatique, c'est évident. Et si l'équipe de François Bayrou s'en est réjouie, c'est qu'elle avait d'excellentes raisons pour le faire. C'est absolument évident. Mais ça vous gêne pas? Est-ce que pour autant, vous savez, on fait des sondages qui font plaisir aux uns, qui font pas plaisir aux autres, et alternativement... Ah ben non, mais là, c'est pas une question de plaisir, là, c'est une question d'avoir influé sur l'électorat. Je vais juste continuer sur mon raisonnement. C'est simplement, après le 21 avril, souvenez-vous... 2002. 2002. C'est un événement important à la vie des médias, de la politique et des sondages. Après le 21 avril, l'argument qui était souvent entendu, qui m'a fait réfléchir personnellement, était de dire, au fond, n'avez-vous pas construit finalement un second tour inexorable entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, et tellement inexorable finalement que c'est à ce point libéré l'électeur qu'il a pu ne pas avoir lieu le dit second tour. Roland Quérol, sur ce point, est-ce qu'il fallait faire ces sondages-là sur Bayrou au second tour à ce moment-là, à un moment où les mêmes sondages disaient qu'il n'avait aucune chance d'y arriver? Vous savez, il faut ou il ne faut pas, moi, il n'y a pas de... Non, mais par exemple, vous ne l'avez pas fait? Moi, je ne l'ai pas fait parce que je pense qu'il ne fallait pas le faire pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne. Alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez... Pourquoi il est normal de poser des hypothèses, pas des hypothèses absurdes, et on ne publie pas n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve absolument normal de tester des choses. Hein. Moi, comme sondeur, si j'ai envie de savoir, ou si vous, comme votre client, de façon confidentielle, vous avez envie de savoir ce qui se passerait dans des hypothèses peu vraisemblables, alors faisons-le.
En revanche, prendre la responsabilité de publier des sondages de second tour avec quelqu'un qui, pour le moment, n'a pas de chance d'y être, ça m'apparaît à moi, comme citoyen en tant que comme sondeur, trop un coup de pouce donné à celui qui fait l'objet de cette publication. Voilà. On est en désaccord là-dessus. Ça fait 5 ans que sur les questions électorales, on est souvent en désaccord. Ça prouve qu'il y a dans le monde des sondeurs, comme dans d'autres, dans la politique ou dans la presse, un pluralisme des regards. France 2 n'a pas publié ce sondage, hein, aucun de ces sondages. Non, alors d'abord, tout simplement, parce qu'il y a deux raisons. Il y a une première raison, c'est d'abord que nous travaillons avec un institut, Ipsos, qui n'est pas ici. À qui vous n'en avez pas commandé à qui, effectivement, nous n'avons pas commandé ce genre de sondage. Vous n'aurez pas dit, vous testez Bayrou. Voilà, on n'a pas fait ça. En plus, notre référence était exclusivement Ipsos. Nous avons décidé au début de cette campagne électorale jusqu'à la fin de ne publier que cette référence-là, unique, Ipsos. Et la seconde raison, alors là, elle est plus à titre, je dirais, tout simplement de journaliste politique. Je rejoins un peu la position de Roland Quérol. Moi, ça me gêne un peu, ça me gênerait un peu, même si je reçois tout à fait vos arguments, de publier ce genre de sondage. À partir du moment où on pose la première question aux citoyens sondés et que la réponse est, même si François Bayrou ferait un bon score, ils éliminent en quelque sorte à ce moment-là François Bayrou, de leur demander après, oui, mais s'il était quand même là. Ou alors il faut le faire pour tout le monde, et en particulier pour Jean-Marie Le Pen. Alors, juste une chose, est-ce que c'est un choix, ce choix-là que vous faites, est-ce que c'est un choix que vous faites en fonction de vos principes, de vos convictions, ou est-ce que quand vous décidez de faire ce genre de test qui peut influer sur la campagne, donner un coup de pouce à un candidat, est-ce que vous subissez des pressions des autres candidats pour lesquels il arrive que vous puissiez travailler? Par exemple, je lisais cette semaine dans Le Monde un article de Patrick Roger justement sur l'attention de François Bayrou, où il était dit que les instituts qui avaient testé Bayrou au second tour avaient dû résister à des pressions fortes de certains de leurs autres clients politiques, des partis politiques qui leur avaient dit surtout on ne teste pas Bayrou au second tour. Vous avez subi ce genre de pression? L'Institut BVA travaille avec les différents candidats principaux actuellement en lice. Bon, vous savez, les différents candidats principaux, enfin les 3 principaux, pas le 4e en l'occurrence. C'est-à-dire avec qui? Non, mais juste pour que ce soit explicite. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ou François Bayrou. Donc si vous voulez. Ah, vous faites des études pour chacun des 3 états-majors? Bien sûr. Mais vous aussi? Oui, je crois que c'est le cas. Non, mais vous aussi? Bien sûr. Pour les 3 principaux des études. Pardon, pour les 3 principaux aussi. Pour 7 des 8 principaux. Qui sont? Alors, en plus des 3 que je viens. Oui, mais alors qui sont les 4 autres principaux? Vous ne lisez pas les journaux? Non, les candidats. Non, mais pour les téléspectateurs... Je ne citerai pas nommément le nom de mes candidats, vous pouvez les trouver. Ouais, mais pourquoi vous ne souhaitez pas les citer? Parce que c'est à eux de le faire. C'est eux qui sont propriétaires de leur sondage. Parce que eux souhaitent garder... Je n'ai pas à me faire ma publicité sur le dos de mes clients. Non, bien sûr, mais parce que eux souhaitent garder la confidentialité. S'ils ne veulent pas la garder, ils ont le droit de rendre public. D'accord, mais selon vous, ils souhaitent la garder. Pour certains sondages peut-être, pour d'autres pas. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un aspect qui est mal connu de votre activité, c'est-à-dire que vous travaillez pour des médias, mais vous travaillez aussi pour des états-majors et des partis politiques. Et bien plus même. Pardon? Bien plus même. Davantage encore pour des partis? Beaucoup plus. Notre chiffre d'affaires en politique, qui est une petite partie lui-même de notre chiffre d'affaires global, est beaucoup plus important pour les sondages non publiés que ce que nous faisons pour les médias, bien sûr. D'accord. Et alors, il est vrai que, comme là, ici, sur ce plateau, où on sent que c'est... voilà, vous ne tenez pas trop à rentrer dans les détails, il est rare... On peut rentrer dans les vrais détails. Non, mais dans les détails, par exemple, de l'identité de vos clients. Mais vous avez une liste des candidats à la présidentielle? Vous l'avez aussi bien que moi, Roland Quérol. On va s'amuser à égrener la liste. Ouais. Les spectateurs la connaissent aussi bien que nous. D'accord. Alors, il est vrai que cette impression un peu de non-dit que peuvent ressentir nos téléspectateurs en ce moment apparaît parfois à la télévision. Ils le ressentent d'autant plus que vous le leur dites. Qu'on leur dit quoi? Qu'il y a un non-dit. Bah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. J'invite les téléspectateurs à se demander où est le non-dit. D'accord. Eh ben, l'invitation est lancée. Et alors, un autre extrait retrouvé dans nos archives en 1995. En 95, c'est ça. Souvenez-vous, on est le soir du premier tour. Et Balladur, Édouard, le champion de Nicolas Sarkozy, est arrivé en 3e position derrière Chirac et Jospin. Et alors ça l'a rendu un peu nerveux, Nicolas Sarkozy. Et du coup, il s'en est pris aux instituts de sondage et à un en particulier. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, en tout cas d'après BVA Zénith, M. Balladur n'est pas au second tour. Une grande déception pour vous, Nicolas Sarkozy? Non, je crois d'abord il faut une grande prudence. Et moi, c'est ce que nous avons dit jusqu'à présent. Si vous me le permettez, Daniel Bilalian, je tirerai 2 conclusions. La première, c'est que c'est une formidable défaite pour les instituts de sondage. Je veux dire les choses très simplement, et je crois que nous pourrions tous être d'accord
depuis un mois, et notamment l'Institut qui travaille avec France Télévisions, BVA, essaye de raconter aux Français que l'élection est jouée, qu'il y aura des écarts formidables. On a tympanisé les Français avec cela. Je poserai le problème, et j'estime que nous serons un grand nombre à poser le problème, de la présence des sondages si près d'une élection. Monsieur Bilalian, quel que soit l'intérêt ou non, un problème est posé. La première victime ce soir, ce sont les instituts de sondage qui ont été, dans leur immense majorité, complètement balayés dans leurs prévisions. En ce qui concerne les enquêtes préélectorales, je crois que nous avons été nombreux à mettre en évidence les proportions très importantes d'indécis, mais je crois que ça n'explique pas tout. Il faut le dire ce soir, les instituts de sondage, y compris jusqu'au dernier jour, n'ont pas mesuré correctement les évolutions de l'opinion. On donne ce soir une vision des sondages très négative. On oublie que certains responsables d'état-major ont utilisé les sondages quand ils en avaient besoin pour légitimer les candidatures de certains des candidats ce soir à l'élection présidentielle. Juste un mot, je n'ai jamais pris à partie M. Giacometti BVA. Il confirme ce que nous sommes un certain nombre à savoir, c'est qu'il est difficile d'être un expert indépendant et travailler pour un candidat. France Télévisions est heureuse de le découvrir. C'est une accusation assez grave. Non, ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Alors, un fait ou une accusation, mais qui restera vague. Alors, certains candidats, certains sondeurs, aujourd'hui, 12 ans après, on peut avoir le sous-texte de ce qui se disait là sur ce plateau? Non, je crois surtout que... On peut pas? Non, mais 12 ans sont passés, oui, les uns et les autres ne sont pas du tout à la même position. Pierre Giacometti maintenant chez Ipsos, etc. Mais il s'est passé quoi? Juste pour oui. nos téléspectateurs, oui. À quoi Nicolas Sarkozy fait allusion quand il parle du manque d'indépendance de certains sondeurs? À votre avis, c'est un exocète balancé comme ça par un politique à un sondeur? Je pense que c'est un argument qui marche toujours très bien, quelle que soit sa véracité, c'est tout. C'est un moyen d'intimidation que les politiques emploient fréquemment vis-à-vis de vous? C'est un moyen d'intimidation qui est très souvent utilisé, qui est utilisé aujourd'hui à nouveau contre Pierre Giacometti parce qu'il serait aujourd'hui trop proche de Nicolas Sarkozy. C'est dire que ces choses-là changent. Mais comment ça se passe? Un porte-parole du PS a dit récemment, devant une conférence de presse de la presse étrangère, à un moment où mon institut enregistrer une baisse de Ségolène Royal, que c'était dans le cadre d'un complot dirigé par un trotskiste de CSA. Voilà. Et c'était vous? Non, c'est pas moi, c'est un autre. Mon directeur des études d'opinion. Le porte-parole, c'était qui? Le porte-parole, c'est un type dont le prénom est Julien. Ah oui, vous voulez plus le nommer. J'ai compris que mon rôle ici était de faire le non-dit. Il nomme pas, d'accord. On va être dans le non-dit jusqu'au bout. Alors, je voudrais qu'on entre dans un autre grand mystère des sondages, peut-être le principal mystère des sondages, le problème du redressement. Alors, le redressement des chiffres, attention, Maya Kezako. Ça commence. Alors, oui, puisque figurez-vous qu'il y a des différences entre les réponses qui sont recueillies par les enquêteurs, ce qu'on appelle les données brutes, et puis celles qui sont publiées, ce qu'on appelle les données lissées ou redressées. Hein, c'est ça. Alors, ça peut paraître un peu obscur, même quand les sondeurs font un effort de pédagogie. Après l'enquête, place à l'étude des chiffres bruts. Tiens, ça, c'est le cumul. Une étape critique pendant laquelle les sondeurs s'autorisent quelques réajustements justifiés selon eux. On arrive toujours à peu près à la même chose, c'est-à-dire à une très forte sous-estimation du vote pour le Front National. On a systématiquement, en gros, entre 9 et 12% des gens qui nous disent qu'ils ont voté pour Jean-Marie Le Pen. Or, vous le savez, il a réalisé 17%. Si, par exemple, j'ai 10% des gens qui me disent qu'ils ont voté pour Jean-Marie Le Pen, ces gens-là, dans le résultat de notre intention de vote, vont compter un tout petit peu plus que les autres. Ils vont compter pour 1,7, 1,8, 2, pour qu'on ait à l'arrivée un échantillon où Jean-Marie Le Pen aurait obtenu 16,8% des voix et pas 10% comme on a eu sur les 1000 personnes qu'on a interrogées. Alors, cette majoration qui est au cœur de beaucoup d'interrogations, c'est scientifique ou c'est pifométrique? C'est scientifique au sens où il y a des sciences sociales, pas des sciences exactes. Il faut être tout à fait clair. Nous ne manions pas des instruments de mesure qui seraient ceux des mathématiciens ou même des physiciens. Nous travaillons sur des hommes et des femmes et sur des choses qu'ils nous disent et que parfois ils ne nous disent pas. On est dans un domaine extrêmement compliqué dans lequel nous appliquons une démarche scientifique. Alors, par exemple, là, le confrère dit ça peut être 1,7, 1,8 ou 2. Mais 1,7 ou 2, c'est pas la même chose. Ah, mais c'est pas. Et vous, par exemple, c'est combien? Moi, ça ne se passe pas comme ça. Je n'applique pas un coefficient de pondération. Ça n'est pas comme ça que je fais. Comment vous faites alors? Avec le résultat brut Le Pen que vous obtenez après votre enquête, dans ce monde de brut, comment est-ce que nous faisons? Oui.
Écoutez, j'utilise deux techniques. Pardon, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais puisque vous m'avez posé la question. Vous êtes très pédagogue. Alors là, merci. La première, c'est une vieille technique que nous ont enseignée l'école allemande des sondages depuis 40 ans, qui est le redressement fondé sur l'historique. Je vous demande pour qui vous comptez voter la prochaine fois. Vous votez pour le Front National, vous ne souhaitez pas me le dire. Très bien. Je vous demande comment vous avez voté la dernière fois. Mettons que vous étiez déjà électeur du Front National, vous ne voulez pas plus me le dire. Mais là, je sais les résultats réels de l'élection. Donc j'ai une clé de redressement statistique entre les résultats que je viens d'enregistrer, j'aurai 1000 personnes que j'aurais interrogées comme vous, et la réalité enregistrée dans les urnes. Ce qui va donner au total un redressement de combien? Ça dépend. Et là, il a raison. Ça dépend parce que ça dépend du redressement. Ça dépend de ce qu'on obtient dans l'échantillon au moment où on vient de faire l'étude. Donc ça peut être n'importe quoi. Mais le problème, c'est pour ça que j'ai une deuxième clé, c'est que ça marche pas mal, mais ça marche de moins en moins bien, ce type de redressement. Pour une raison assez bête, à mon avis, c'est que les gens se souviennent de moins en moins comment ils ont voté la dernière fois. Le vote, ça a été pendant longtemps, pour certaines des générations de ceux qui sont ici, quelque chose de très important. On mettait un affect très fort à son vote, ça correspondait à quelque chose de fort. C'est de moins en moins vrai. Et là, vous avez vraiment des gens qui vous disent au téléphone, je sais plus. On change énormément. Ouais. Ou alors, non, parce qu'ils sont très gentils, les gens. Donc, ils vont nous donner une réponse. Et ils vont probablement donner un peu plus la réponse de celui qui a vraiment été élu. Parce que moi, il est là. Comment vous savez que c'est pas vrai? Et parce que je compare, encore une fois, les résultats de ce que je viens d'obtenir et ce que je vois bien s'être passé. Donc, la deuxième clé nécessaire, pour moi, c'est de construire un indice, moi je fais ça, un indice de probabilité du vote Le Pen. C'est-à-dire que je pose des questions concernant Le Pen, je ne vous les donnerai pas, c'est mes secrets de cuisine, je vais vous en donner une. Mais on est dans la cuisine là, je vais vous en donner une. Est-ce qu'il vous arrive assez souvent de vous sentir d'accord avec les propos de Jean-Marie Le Pen? Je suis le seul à pas suivre ou vous aussi? Non, moi j'arrive à suivre, mais, quand vous allez au restaurant, c'est vrai que chaque grand chef a ses... je dirais assez marmiton et on n'est pas dans la cuisine. Alors, prenons l'exemple. Les vôtres, c'est Ipsos, hein? C'est Ipsos, avec qui vous travaillez. Le Pen, le vote Le Pen en données brutes, puisqu'on a commencé sur le vote Le Pen, sort à combien dans les sondages Ipsos? Attendez, moi, chacun son métier. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas sondeur. Donc, nous, on a fait... C'est-à-dire que vous ne leur demandez pas? Non, c'est-à-dire que... Quel intérêt? Non, mais attendez, on n'a pas, nous, journalistes, médias, les chiffres bruts. Ce qui m'intéresse... journalistique? Non, mais la curiosité journalistique, on sait qu'il y a effectivement, chaque institut a un peu sa mécanique éventuellement de redressement. On sait qu'il y a des redressements. Concrètement, par exemple, concrètement, je cherche juste à comprendre. Voilà. Concrètement, vous ne leur demandez pas au téléphone quelles sont leurs données brutes? Jamais. Non. Les journalistes avec lesquels vous travaillez, vous, les médias avec lesquels vous travaillez, vous demandent vos données brutes? Non, mais comme ça, dans des conversations informelles. En général, ça ne les intéresse pas du tout. Ils savent bien que ce sont des chiffres, des chiffres qui seraient faux et fallacieux. À quoi ça rime? De manière informelle, oui, bien sûr. Parce les gens bizarres se demandent toujours. Voilà, bien sûr. Non, mais on peut demander dans les conversations, effectivement, c'est possible, oui. Ah bon, alors... Non, mais c'est pas... C'est pas quelque chose qui me fera changer d'avis sur un sondage. Oui. Est-ce que vous ressentez dans votre attirance, dans votre entourage, non mais c'est pas un lapsus, c'est pas un lapsus, j'ai juste. Est-ce que vous ressentez dans votre entourage une attirance pour les sondages au moment où ils racontent une histoire, c'est-à-dire les grandeurs et décadences? Est-ce que vous la sentez aussi au bout du fil? Bien sûr. Quand ça bouge, quand il se passe quelque chose, les gens ressentent un petit frisson qui fait plus plaisir. Et comme c'est le thermomètre qui le leur donne, évidemment, ça les intéresse. C'est vrai des journalistes qui tremblent beaucoup plus dès qu'il y a une petite chance que les chiffres... Si on leur dit ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière... Oh là, qu'est-ce que je fais avec ça? Les Français aussi ont cette espèce d'intensité. Moi, j'étais très frappé pendant la campagne du référendum, quand on interrogeait les gens, de la façon dont les gens étaient contents de participer, sans doute, à un moment où ça changeait. Hein. Je me souviens d'une femme nous disant à la fin d'une interview, parce que je peux cliquer sur mon ordinateur, j'entends les interviews téléphoniques, elle nous disait, vous allez voir, le non va gagner, et vous allez voir leur tête à la télé dimanche soir. Voilà. Il y avait le sentiment qu'elle participait en nous répondant à un événement qui était en train de se produire. Est-ce que vos sondés, ils vous répondent pas en ayant vos sondages sous les yeux? C'est-à-dire, le sondage précédent... C'est ce qu'on nous a dit pendant le référendum. Ils ne sont pas entraînés à scénariser le truc? Ils se servent de vous et pour vous instrumentaliser et puis ils vont faire autre chose. C'est ce que nous ont dit les partisans du oui au référendum. Ils ont cru que la montée 51, 52, 53, 54, 55, les sondés jouaient avec les sondeurs. Puis ça a fait 55 en vrai.
Ça fait un bout de temps qu'on parle de chiffres là et de cuisine. Il y a un chiffre et un graphique qu'on voit rarement dans les médias à propos de sondages, Maya. Celui des indécis? Exactement celui-là. C'est super. C'est vrai qu'on le voit rarement. On l'a vu, on l'a attrapé sur LCI. Alors c'était pas dans un JT, c'était dans un talk show et on le commentait où on nous expliquait qu'en fait parmi les gens qui expriment une intention de vote, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une partie plus ou moins importante qui n'est pas sûre de son choix et donc on voyait que parmi les électeurs de Jean-Marie Le Pen, 81% sont sûrs et certains d'aller voter pour lui alors qu'ils ne sont que 38% chez François Bayrou. Alors ça c'est plutôt une question qui concerne les médias puisque j'imagine que le chiffre des indécis les sondeurs le communiquent avec chaque sondage. 38% qui sont sûrs de voter Bayrou, ça en fait quand même, si mes calculs sont bons, 62% qui ne sont pas sûrs. Est-ce que ce n'est pas un chiffre qu'il faudrait rappeler en permanence dès qu'on cite un sondage? Si, je suis d'accord avec vous. Il faudrait lire les chiffres. Peut-être qu'on pourrait le faire un peu plus. Bon, c'est difficile de donner beaucoup de chiffres. C'est vrai que si on commence à rentrer, une fois qu'on a donné effectivement l'intention de vote ce jour-là, après une autre rafale de chiffres sur, effectivement, êtes-vous sûr de votre choix ou pas, c'est quand même en 1 minute 30, je dirais, de digérer tous ces chiffres-là, c'est compliqué. Donc, nous, on privilégie plutôt un chiffre, effectivement, qui est l'intention de vote ce jour-là. Et encore, à France 2, on fait très attention parce que on est maintenant sur une tendance, en tout cas pour les 4, entre guillemets, plus grands candidats. Donc on n'est pas sur l'événement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, quand on a remarqué tout à l'heure nos courbes, ce qui est intéressant, c'est de voir... Effectivement, sur une semaine, on lisse un petit peu ce qui a pu se passer. Maintenant, vous faites des courbes, ça nous paraissait intéressant d'être sur une tendance. Alors, voilà. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les dernières semaines, Maya, on était souvent sur des queues de cerises, et y compris à l'intérieur de la fameuse marge d'erreur. Oui, parce que figurez-vous qu'il y en a une de marge d'erreur. Le problème, c'est que ce n'est pas systématiquement précisé. Alors, elle est à peu près la même, il me semble, pour chaque institut. On nous dit généralement que c'est 2 ou 3 points de marge. Et c'est vrai que quand on le sait, on regarde avec un œil un peu circonspect les sondages qui nous donnent des écarts très faibles entre chaque candidat. Au second tour, Nicolas Sarkozy l'emporterait avec 52% des voix face à Ségolène Royal. Le candidat de l'UMP, vous le voyez, gagne 1 point quand sa rivale socialiste en perd 1. Olivier Besancenot, 4% plus 1,5%. Marie-Georges Buffet, 2,5% plus 0,5%. José Bové, 2% stable. Au premier tour, les tendances sont les mêmes. Nicolas Sarkozy à 29%, Ségolène Royal 25%, moins 2%. François Bayrou à 15, plus 2. Au premier tour, Nicolas Sarkozy est crédité de 31% des intentions de vote, en baisse de 2 points. Au deuxième tour, Nicolas Sarkozy l'emporterait avec un peu plus de 50%, Ségolène Royal aurait 49,5%. Bref, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé, mais on le passe quand même. Est-ce qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que, par exemple, ce dernier sondage qu'on voit là, 50,5 contre 49,5, n'a aucun sens? C'est vrai que quand on voit 50,5 à 2 mois du second tour, ou 2 mois et demi, on est comme tout le monde, on a tendance un petit peu à sourire malgré tout. Je pense que c'est une petite erreur de communication. On a marqué 50,5 et 49,5. Alors qu'est-ce qu'ils auraient dû mettre? Je pense que dans ce cas-là, il est plus raisonnable de marquer 51, 49, quitte à commenter en disant qu'attention, c'est qu'un second tour qui sera remanié par le résultat du premier tour, qu'on est à 2 mois et demi, et que par ailleurs, les résultats sont très proches, avantage Sarkozy. Dans ce cas-là, on met 51, 49. Ce qui veut dire que pour des raisons de communication, il aurait mieux valu le présenter 51 et 49, c'est-à-dire faire croire, sur la base des mêmes éléments, à un écart plus important qu'il n'était en réalité. Toute la question est là. Juste peut-être la réalité est construite. On a tous en classe appris qu'avec les décimales, il fallait finalement prendre un choix. Est-ce qu'on a droit à la décimale ou pas? C'est ça, voilà. Ce 0,5 donne une impression fausse, à mon avis, d'extrême précision de l'instrument pour le second tour. C'est pour ça que l'usage de la décimale ne me paraît pas s'imposer. C'est vrai aussi que ça montre que c'est juste. Peut-être. C'est un choix. Alors la décimale, dans l'extrait qu'on vient de voir tout à l'heure, la Pujadas lançait des sondages avec des évolutions à la décimale près, plus 0,5, moins 0,5. Est-ce que ça a un sens? Alors d'abord, c'est vrai que nous, on donne effectivement les estimations, les intentions de vote sur tous les candidats, par respect pour le téléspectateur, le citoyen, l'électeur et la personne sondée. Mais est-ce qu'il faut donner l'évolution? Est-ce qu'il faut dire plus 0,5 ou moins 0,5? Ça montre une petite évolution. Maintenant, je pense... Non, mais c'est ce qu'on demande à chaque fois un peu aux présentateurs. Dans des cas de figure, y compris pour un second tour, on n'a pas encore eu, nous, ce cas de figure-là, mais je recommanderais, pour ne pas employer un autre terme, vivement aux présentateurs ce jour-là,
de dire encore plus que d'habitude, attention, il y a une marge d'erreur qui est de points. Voilà. France 2 diffuse un sondage par semaine, c'est ça, celui qui vous est fourni par l'Institut avec lequel vous travaillez. France 3 en diffuse beaucoup plus. TF1, depuis de nombreuses années, a fait le choix de ne pas en diffuser du tout, en disant « c'est pas sûr, on n'en passe pas ». Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Moi, je respecte le choix de TF1. C'est vrai que nous aussi, on a une réflexion. Est-ce qu'on va en publier ou pas ? On a finalement penché pour la deuxième réponse. On a décidé plutôt de le faire. Je rappelle juste qu'il y a un groupe aussi TF1 dans lequel il y a une chaîne qui s'appelle LCI, qui diffuse beaucoup de sondages. Tout en respectant ce que fait TF1, je rappelle juste ça aux téléspectateurs. Alors, on a parlé jusqu'à maintenant de sondages sérieux, avec des sujets bien repérés, enfin, on comprend de quoi il s'agit. Je voudrais qu'on termine avec quand même toute une série d'autres sondages, puisque les sondages, entre guillemets, sérieux ne sont pas les seuls à inonder les médias, Maya. Il faut faire un peu le tri, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Alors, il y a par exemple les sondages dont on ne comprend pas trop l'utilité. Politique, 79% des Français estiment que l'élection présidentielle n'est pas jouée et que beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici le 22 avril. Un sondage IFOP publié dans le journal du dimanche. Alors celui-là, il est fascinant. On leur a posé la question comment, on leur a demandé, vous pensez que beaucoup de choses peuvent se passer ou que plus rien ne peut se passer? Comment on leur a posé la question? Non, je pense qu'on leur a posé comme c'est écrit là sur l'écran. Il a du sens celui-là? Savoir que 79% des gens pensent que l'élection n'est pas jouée, c'est... Ça ne serait pas confraternel de répondre à votre question. Hein. Ah, enfin une réponse un peu catégorique. Je me rappelle très bien de ce sondage, ce qui m'avait frappé, c'est beaucoup plus de commentaires journalistiques, a souvent été de dire l'élection n'est pas jouée, d'ailleurs 79% des Français le pensent. Là, c'était totalement absurde. Là, moi je trouve pas ça... C'est celui-là dont on parle. Oui, non, le commentaire était de dire l'élection n'est pas jouée, d'ailleurs 79% des Français le pensent, ce qui en l'occurrence n'a pas d'intérêt en termes de pronostic. Mais en revanche, dire que 79% des Français pensent que l'élection n'est pas jouée, ça a plus de sens selon vous? Ça peut être intéressant de savoir si les Français pensent qu'effectivement les dés sont jetés ou pas. Ça produit des effets politiques, ça produit des effets de campagne. Ça fait beaucoup rire Judith. Non, oui, je trouve que le temps qu'on passe à passer les sondages et à les commenter, à leur degré de fiabilité très relatif, est du temps perdu. Pour ce qui est de la vraie campagne, c'est-à-dire de la confrontation des projets. Ça aurait dû rester un outil interne. Judith, vous êtes plutôt sur la ligne TF1 alors? Absolument. Je m'étonnais de découvrir, je ne le savais pas, que je ne la regarde pas, mais que TF1 ne passait pas de sondage, mais j'avoue que j'aurais préféré que ça reste un outil interne aux politiques. Ça permet à TF1, que ça reste chez eux, c'est pas une info. Ça permet à TF1 de faire en effet une analyse approfondie de ce qui se passe dans la campagne, des enjeux du pays, des différences programmatiques, de la cohésion insuffisante de certains programmes. Bravo, vous avez raison. À France 2, on considère comment on dit? On dit une antiphrase, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ce qu'il vient de faire. Là, c'est surtout un uppercut. Gilles Leclerc. Effectivement, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que c'est une indication parmi d'autres, la publication d'un sondage. Ce serait grave si une chaîne de télévision, par exemple France 2, je dirais résumer la campagne électorale une fois par semaine en donnant une intention de vote une fois par semaine. Il y a quand même une formidable hypocrisie, y compris peut-être sur le plateau. C'est-à-dire que si vous regardez la production réelle des instituts de sondage, soit CSA, BVA ou les autres, vous avez toutes sortes de sondages sur les enjeux de la campagne, sur quoi les Français veulent voter, de quoi ils veulent que les médias leur parlent et les politiques leur parlent. Il y a sans cesse cela. Il y a un sondage récent qui montrait par exemple que les Français, apparemment aujourd'hui, regardaient d'abord les programmes, ensuite l'étiquette politique, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite les sondages. Ensuite l'image, la personnalité. Et ensuite la personnalité. Un exemple moi ça m'a frappé, je crois que c'est 70% les... Mais c'est là qu'il y a un vrai problème. C'est là où il y a un vrai problème. C'est-à-dire que ne sont médiatisés que les sondages de personnes. C'est-à-dire où on peut raconter une histoire, c'est-à-dire grandeur et décadence de Tartampion. Et partout où on aurait des occasions de médiatiser des sondages sectoriels sur des politiques sectorielles en termes d'emploi, d'aménagement du territoire, etc., ce que globalement les journalistes politiques considèrent comme complètement ennuyeux, puisque ce qui les intéresse, c'est la théorie des jeux et les problèmes de personnes, les sondages, excusez-moi, mais les sondages qui traduisent une attente par rapport au social, etc., sont très peu médiatisés. S'ils l'étaient d'ailleurs, on se demande s'ils intéresseraient des gens. Alors j'écoute bien ce que vous dites, mais par exemple à France 2, franchement on s'intéresse beaucoup au fond. Toutes les semaines par exemple, il y a le feuilleton.
Non, mais ça c'est autre chose. Mais par exemple, dans le journal de 20 heures, on essaye sur une thématique donnée de faire un comparatif. On l'a fait avec la fiscalité, on l'a fait avec le logement, on l'a fait encore dernièrement sur l'homoparentalité. On essaye vraiment de faire ce travail pédagogique. Bon, le sondage, c'est autre chose, et on pense que le citoyen ensuite, le téléspectateur, peut après se déterminer. Et Juste quand une il chose répond pour à une terminer. question Oui. d'un sondage, je pense que quand on dit Nicolas Sarkozy aujourd'hui serait en tête, je pense que les sondés sont des gens plutôt intelligents, donc ils peuvent mettre à l'intérieur de leur réponse le programme du candidat, la personnalité et éventuellement l'étiquette politique. Je pense que c'est un cocktail, c'est une addition. Très bien. Mais merci à tous trois. Si vous souhaitez prolonger cette émission, 2 livres. Le livre d'un sociologue, Alain Garrigou, ça s'appelle « L'ivresse des sondages » aux éditions de la Découverte. Ça reprend beaucoup de thèmes qui ont été développés dans cette émission. Un livre de Roland Quérol qui vient de sortir. Alors il vient tellement de sortir que je vous avoue franchement que je ne l'ai pas lu, que je l'ai eu en main juste avant l'émission. La revanche de l'opinion, c'est aux éditions... Jacob Duvernay. Jacob Duvernay. Merci à tous trois. Merci de nous avoir suivis. Arrêt sur Image revient dimanche prochain à 12h40. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur Image. Arrêt sur Image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir